Mesdames et messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour le petit retard accusé. Mais nous sommes là. Le point sur l'actualité débute sur For You Media Africa, votre média panafricain. Inutile de vous rappeler que vous pouvez nous suivre en direct de nos plateformes Facebook, YouTube, WhatsApp également. Suivez vos émissions en direct, participez, laissez vos messages ou tout simplement appelez tout à l'heure. Les numéros de téléphone seront bien sûr affichés au bas de votre petit écran. Vous pourrez les composer tout simplement et donner votre point de vue sur les thématiques posées sur la table des discussions ce soir. Sans oublier la 96.3 FM For You Radio et notre application For You Media Africa. La thématique principale, vous l'avez compris, vous l'avez suivi, cette guerre du côté de l'Ukraine. Eh bien, les États-Unis, le principal en tout cas, celui-là qui soutenait l'Ukraine, considère de ce côté-là qu'il n'y a plus assez de fonds pour soutenir l'Ukraine face à la Russie. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais on a aussi notre thématique d'accueil qui va nous amener du côté de l'Ouganda où, on le sait, il y a encore quelques jours, les États-Unis annonçaient qu'ils refuseront d'accorder des visas aux responsables ougandais qui appliqueraient la loi anti-homosexualité dans le pays, une loi qui sanctionne, on le rappelle, jusqu'à la peine de mort. Et bien pour les États-Unis, l'Ouganda sape par cette loi le processus démocratique et viole les droits humains, y compris ceux des personnes LGBT+. Et bien de son côté, l'Ouganda a critiqué mercredi 6 décembre cette décision américaine. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que son pays ne fera pas marche arrière. Voilà pour la thématique d'accueil. Mais avant, avec vous, Passion Parfendon, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir, Madame Manuela Sikendoubin, bonsoir à nos techniciens, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, plusieurs millions, dizaines de millions de téléauditeurs, à toute la grande galaxie panafricaine, un grand bonsoir aussi. Je n'oublie pas le président Serge Espoir Matomba, à qui nous devons cette très belle aventure, et merci pour cette invitation. Merci à vous. Avant d'aller peut-être retrouver l'autre invité, Passion Parfum, donc peut-être moi je vous prends là comme ça à chaud. Tout à l'heure on a eu cette information du côté du Burkina Faso où le français a été supprimé comme langue officielle. Une autre décision du nouveau gouvernement burkinabé. Je vous ai dit que en ce qui concerne cette zone-là du Sahel qui se libère de plus en plus, la libération c'est ça, chaque jour on se rend compte qu'il y avait un point là, noir là, il faut gommer, on gomme des aspérités, on est là, on gomme des aspérités, parce que ce sont ces différents petits points qui constituent la grosse chaîne, en réalité, qui nous soumet, qui nous maintient dans cet assujettissement. Donc il faut les régler progressivement, étape par étape, pour en réalité pouvoir parler d'une véritable souveraineté. Et la langue, tout le monde le sait, ce n'est pas qu'un vecteur de communication, c'est aussi un vecteur culturel assez puissant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la France met beaucoup de moyens dans ce qu'elle appelle la francophonie, n'est-ce pas? Parce qu'il sait qu'à travers cette francophonie, il a une ère culturelle qu'elle domine, elle a une ère culturelle qu'elle domine. Tout à fait. Et avec un certain nombre d'agrégats qui solidifient cette domination culturelle, la manière de penser, la manière de s'éduquer, la manière de s'habiller, les us et coutumes, même à table, comment manger, comment se comporter. C'est tout ça, au-delà de la langue, qui forme cet ensemble de cette culture-là. Et parce que dans d'autres cultures, il est fort évident que les données changeraient évidemment. Donc, ce n'est pas du tout fortuit que de dire, bon, ils sont dans une période où ils ont pris la grosse tête et ils veulent démontrer qu'ils sont forts, qu'ils peuvent... Non, c'est pas ça. De manière, j'allais dire, profonde, la langue française nous a été imposée. Elle nous a été imposée dans une violence inouïe. On parle une langue aujourd'hui qui est le fruit des rivières de sang. Les gens font semblant de l'oublier. Donc, qui est le fruit des rivières de sang, de meurtres, des assassinats, des brimades, des viols incroyables. On nous a imposé cette langue et aujourd'hui nous l'utilisons. Et moi, je suis de plus en plus choqué parce que cette langue aussi a aussi un caractère génocidaire. Génocidaire vis-à-vis des autres langues, n'est-ce pas, africaines. De plus en plus, nous avons, même dans nos villages,
au fin fond de nos villages, où même, comme le mien, c'est à peine que les voitures y arrivent, Oui. mais vous trouvez des gamins, alors que l'un des plaisirs qui était le moins, c'était quand j'allais au village, malgré les difficultés, c'était d'écouter, par exemple, les enfants à bas âge parler le bassin. C'était un bassin tellement châtié, un bassin tellement bien fait, avec les onomatopées et les intonations propres à notre propre langue. Mais aujourd'hui, vous êtes au village, vous voyez quelqu'un, un enfant venir vers vous et dit bonjour papa patient. Je dis mais non, parle-moi le bassin que j'aime. Ouais. Comme j'étais avec papa en tôté. Mais il n'y a plus de ça. Donc, honnêtement, nous subissons ce génocide sans nous rendre compte dans nos maisons. Alors, en ville, n'en parlons pas. Tous nos quartiers, tout le monde parle français ou anglais. Et au Cameroun, c'est encore pire. Les gens ont pris la décision de prendre des armes sur le fallacieux prétexte qu'il fallait protéger la culture anglo-saxonne. C'est tout dit de niveau d'aliénation où nous sommes tombés. Donc, quand on dit la Russie est une puissance, ils ont leur langue. La Chine est une puissance, elle a sa langue, bien sûr. L'Inde est une puissance, leur langue. Les Iraniens ont leur langue. Les Japonais ont leur langue. Nous sommes dans l'espace mondial le seul coin où nous pensons utiliser les matériaux, les outils de domination culturelle des autres et penser que nous allons nous en sortir. C'est une problématique. Je sais que de temps en temps, moi-même, j'utilise cet argument en parlant du Brésil, mais le Brésil, c'est un conglomérat d'un mélange bizarre de gens qui ont dominé violemment, mais surtout d'une importation massive des populations européennes pour le Brésil. Pour nous, je pense qu'il faut mettre nos holà à cette propension de cette France-là de penser qu'elle va nous dominer dans tous les aspects. Donc, ce n'est que justice pour les langues locales burkinabées, pour, n'est-ce pas, la culture africaine, de dire qu'enfin, nous allons prendre la décision de faire de nos langues les langues officielles et les langues nationales. Maintenant, en espérant que dans le cadre d'une unité, même sous-régionale ou bien continentale, nous allons adopter une langue africaine. Voilà. Comme langue officielle, comme langue de communication. De toute façon, moi, mes prédécesseurs avaient réglé le problème. Si ça ne dépendait que de nous, à l'UPC, la langue parlée au Cameroun aujourd'hui comme langue officielle aurait été le Fulfulde. Donc c'est tout dit. D'ailleurs, le Fulfulde également, qui est une langue d'ailleurs officielle aussi du côté du Burkina Faso, il y a le Moussi également, qui deviennent donc justement les seules langues officielles. Je crois qu'il y en a 4 qui deviennent les seules langues officielles du côté du Burkina Faso. Le français devient simplement la langue de travail, voilà, parce qu'elle existe déjà. Alors, on va retrouver Gamal Abina, c'est l'autre invité de ce point sur l'actualité de ce soir. Et avec vous, Gamal Abina, bonsoir déjà. On commence par notre sujet d'accueil en parlant justement de l'Ouganda. On rappelle les États-Unis qui suspendent les visas pour certains fonctionnaires. Cela a trait bien sûr à la loi anti-LGBT qui a été votée du côté de l'Ouganda, mais on rappelle également que les autorités de ce côté-là ont déclaré qu'elles ne feront pas marche arrière. Bonjour et merci pour l'invitation. Donc, on a appris effectivement que les États-Unis suspendent le visa de certains fonctionnaires en Ouganda pour une question de loi anti-LGBT. Il se trouve que la question de tout ce qui est transgenre, tout ce qui est lié à l'homosexualité en Afrique est une question qui est extrêmement difficilement gérée parce qu'évidemment, il y a une tradition africaine qui au départ n'avait aucun problème avec l'homosexualité, mais avec la colonisation, eh bien, les valeurs chrétiennes, parfois musulmanes qui ont été complètement perverties par le fait catholique, ont conduit effectivement à ce que l'idée de l'homosexualité soit criminalisée. Donc, ces traditions qui n'existaient pas avant ont été transmises au moment du fait colonial. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que simplement, beaucoup de pays africains sont extrêmement durs vis-à-vis de ces minorités qui sont peu acceptées, voire considérées comme étant déviantes, et que le reste du monde occidental, qui lui-même était dans la même situation il y a 40 ans, prétend avoir évolué et voudrait faire en sorte que les Africains évoluent de force au même rythme que l'Occident, qui était à l'origine, je le rappelle, de ces problématiques liées à la haine des homosexuels ou des transgenres ou toutes ces minorités sexuelles dont on parle beaucoup en ce moment et qui sont devenues quasiment une sorte de principe humain absolu qu'on doit absolument respecter et auquel on ne doit pas déroger. Donc, les raisons pour lesquelles les Américains sanctionnent ces fonctionnaires
sur la question des visas, et puis il y aura certainement d'autres éléments qui vont intervenir, laisse penser de la part des autorités de ces pays qu'il y a une ingérence intérieure dans les questions internes du pays et qu'effectivement, ils n'acceptent pas cela. Donc, il y a une sorte de bras de fer qui est en train de se mettre en place. À l'époque, on parlait beaucoup des droits humains, on parlait beaucoup de la bonne gouvernance. Maintenant, la nouvelle méthode pour s'immiscer dans les affaires intérieures d'un pays, c'est de parler de la question des LGBT, de la transphobie, de l'homophobie, enfin de toutes ces questions liées à des minorités sexuelles. On met ça en avant parce qu'on sait que ça va créer des crispations et on sait que beaucoup de personnes dans ces communautés en Afrique ne sont pas prêtes à accepter ce genre de transfert, de changement civilisationnel. Donc c'est vrai que c'est un nouveau moyen de pression qui est exercé sur les Africains. On ne sait pas si ça aura des conséquences lourdes, mais quoi qu'il en soit, effectivement, ces questions-là se posent avec beaucoup d'acuité et l'Occident a toujours un train de retard sur le principe humain, mais en même temps des longueurs d'avance pour donner des leçons au reste du monde. La question qui va être posée maintenant, c'est de savoir comment vont être gérées ces minorités en Afrique. Est-ce qu'on va passer outre? Est-ce qu'on va considérer qu'il faut évoluer à l'image du modèle occidental? Je tiens à rappeler quand même qu'il y a à peu près 45 ans, presque 50 ans maintenant en France, pour prendre l'exemple le plus évident, l'homosexualité était passible de prison. Donc, il y a 50 ans, c'était la prison. Aujourd'hui, on explique qu'il faut que tout le monde porte les couleurs du drapeau arc-en-ciel. On passe d'un stade à l'autre sans transition. Et ça, c'est un truc qui est forcément mal vécu de la part des autorités africaines de ces pays qui, très souvent, d'ailleurs, sont conservatrices. Merci à vous, Gamal Abina, pour cet avis. Passion par Fendom, alors cette loi anti-LGBT qui continue en tout cas de créer l'écart entre ces pays, précisément les États-Unis et l'Ouganda, même si l'Ouganda décide à déclarer justement qu'il ne fera pas marche arrière. C'est toujours c'est terrible. Nous sommes en plein 21e siècle de voir un État comme les États-Unis tenter, une fois de plus, de maintenir des systèmes de domination à partir de leur propre culture sur des pays africains, sur la culture africaine. Oui. C'est des tentatives de domination de nous imposer cette culture de caniveau appelée LGBT. Cela n'a rien à voir avec la protection des droits humains, avec la protection d'une quelconque minorité. Le fondement de cette insistance américaine à imposer cette chose-là comme quelque chose de dépénalisé au niveau des pays africains, c'est tout simplement parce qu'il faut passer par là pour domestiquer les élites. Je dis bien domestiquer les élites africaines de demain. Oui. Et ça, c'est très grave. C'est extrêmement grave, c'est-à-dire on veut faire de nous des choses qui n'auront pas leur liberté, qui n'auront pas leur capacité de dire ceci est bon pour nous ou ceci n'est pas bon pour nous. Dans cette relation-là, vous allez voir que c'est une première étape. La seconde étape serait d'imposer que ceux qui ne sont pas en accord avec ces choses-là ne peuvent pas occuper certains postes de responsabilité dans le pays. Donc on produit une élite qui est complètement écrasée par ce point de l'indignité. Et c'est cette élite qu'on confie le destin de toute une nation. L'Afrique sera quoi? Donc, si un siècle d'esclavage ne leur a pas suffi, un siècle de colonisation ne leur a pas suffi, ils utilisent maintenant un subterfuge dans ce siècle de néocolonialisme en disant, oui, il faut que vous acceptiez ce qu'ils appellent le nouveau droit de l'homme. Et ce nouveau droit de l'homme, quand on regarde le fonctionnement de nos sociétés, c'est comme un instrument de prédation et de préemption de nos élites. Tout à fait. Ouais. Des cadres, même dans les entreprises privées. Il faut passer par là, c'est le tamis pour pouvoir être dans la sphère dirigeante de nos États. Ouais. Alors, ces gens-là qui ont donc accepté cette chose-là, ils ne sont plus eux-mêmes. Ils ne sont plus eux-mêmes. Tout à fait. Ce sont des esclaves de quelque chose qu'ils ne maîtrisent même pas. Donc, à partir de ce moment-là, on va les obliger à prendre des décisions qui vont même à l'encontre de ce qu'ils pensent eux-mêmes. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus lever la tête. Ils ne peuvent plus dire non. Ils ne peuvent plus dire non. On veut donc imposer un nouvel ordre mondial. Quand on parle de nouvel ordre mondial, ce n'est pas le monde multipolaire. Tout à fait. Ce n'est pas du tout le monde multipolaire. Tout à fait. Mais un nouveau monde, un ordre mondial dominé par le deep state qui a pour vocation
de jeter sa toile sur toute la planète et de dominer et d'en faire, n'est-ce pas, des hiérarchisations de l'humain. Où eux, ils seront ceux qui seront comme des demi-dieux qui vont diriger le monde. Ceux qui seront choisis dans cette perspective-là, ceux qui doivent jouer les contre-maîtres au niveau de nos États, et nous, pire que des esclaves. Donc, ça, on ne peut pas du tout l'accepter. Donc, cette tentative de penser que l'Ouganda était le maillon faible, avec... moi je suis beaucoup amusé de voir la promotion de certains artistes, même de certains sportifs, de certains hommes de culture africains. Ouais. Il suffit d'être d'accord avec ces choses-là. Vous avez tous les financements que vous voulez. Et vous pouvez entrer où vous voulez. On vous ouvre toutes les portes. Aller, oui. Vous pouvez voyager comme vous voulez. Effectivement. Et puis finalement, c'est à vous qu'on donne certains postes de responsabilité dans les organisations internationales. Ouais. On ne peut pas l'accepter, Manu Lassik. L'accepter, c'est de mettre une croix dans notre intention, dans notre projet, dans notre rêve d'être enfin souverain. Donc, de manière subtile, on enrobe ça sous le fallacieux prétexte que c'est une minorité qu'on brime, mais les minorités, soi-disant, qu'on brime et que les Américains devaient défendre, qui commencent d'abord à les défendre chez eux. Les SDF chez eux, c'est des minorités brimées. Souvent, c'est des gens qui ont été à l'école, qui ont un bon niveau, qui ont même une vie familiale. Tout à fait. Mais la violence de la culture et de la société et de l'économie capitaliste néolibérale les a jetés complètement au bord de la route. Pourquoi les Américains ne sont pas souciés d'abord de commencer par les récupérer? Pour venir imposer une chose immonde, comme l'homosexualité, à des gens qui veulent vivre libres, dans leur propre culture, en phase, n'est-ce pas, avec leurs coutumes. On nous le refuse. Pourquoi? Mais pourquoi? Donc je pense sincèrement, je continue à insister là-dessus en disant, nous ne pouvons pas accepter cette chose-là. Nous ne devons même pas en faire des questions de débat. C'est leur culture qui reste avec cette culture-là. La nôtre, c'est de dire, il y a un homme, il y a une femme, c'est dans cette opposition apparente que naît la dynamique qui est générateur de la création. C'est ça qui crée. Et nous avons besoin de créer. Nous avons la dynamique de la création, c'est ça, c'est l'opposition, c'est toujours des oppositions. Quand on regarde même sur le plan dialectique, la négation de la négation, si tu veux. C'est ça qui crée, n'est-ce pas, l'élément majeur qui produit le génie, qui produit la lumière, qui produit, n'est-ce pas, la modernité, qui produit tout. On ne peut pas aujourd'hui demander à tout le monde d'être la même chose. Les hommes deviennent les femmes deviennent les hommes. D'autres sont même les deux à la fois. Mais c'est quoi cette affaire? Et on pousse le bouchon. On dit maintenant, les hommes peuvent épouser les animaux. L'homme peut faire l'amour avec un animal à condition de ne pas le blesser. Mais écoutez-moi des choses. Donc je crois que cette société est décadente. Et je vous dis maintenant, en tant qu'Africain, toute société qui a accepté ce code de cette chose-là est une société qui est appelée à dépérir. La société occidentale, je le décrète, elle est décadente à partir du moment où elle a accepté cette affaire de l'homosexualité. C'est fini. C'est fini. C'est sa chute qu'elle a amorcée. Pourquoi? Parce qu'elle a violé des lois. J'aime à vous dire sur le plateau qu'une société qui vit sans tabou, une société, je ne parle pas de tabou, mais sans interdit, sans totem, mais pas de société. Parce que la loi ne peut pas exister s'il n'y a pas d'interdit. La vie ne peut pas exister s'il n'y a pas d'interdit. Il y a des limites. Il y a des limites. À tout. Vous ne pouvez pas épouser votre frère. Je ne peux pas épouser ma mère. Et on voit même génétiquement, même sur le plan de la science, des limites. N'est-ce pas? De cette liberté. Ce à quoi ça conduit. Ça conduit à faire des gens plus tard qui n'ont plus toute leur tête, qui n'ont plus toutes leurs facultés, qui deviennent des choses, excusez-moi le terme, complètement, qui n'ont plus de substance en tant qu'humain, et qui finissent par dépérir. Donc la société occidentale va dépérir. J'aime à le dire en rigolant. L'équipe allemande de football,
quand le Qatar avait interdit que bon, je vois beaucoup nos enfants qui regardent les matchs des Occidentaux, des championnats occidentaux, vous voyez, ils ont des brassards, surtout les Anglais, aux couleurs LGBT. Le Qatar a dit cette affaire-là, il n'y aura pas ça à mon mondial. Mon mondial, faites ce que vous faites là-bas chez eux, mais à mon mondial, la promotion, la propagande LGBT, ne n'existait pas. Alors là, tollé général, chez les grands producteurs LGBT, l'équipe allemande est arrivée, et chaque fois qu'il fallait faire comment dire ça, les photos avant le match, ils avaient des signes pour montrer qu'ils étaient muselés. Et Michel Ballack, le grand joueur Michel Ballack, leur a dit, après l'élimination honteuse de l'Allemagne, il dit, mais c'est normal. Pour jouer au football, il faut être viril. Pour un homme. Ça signifie ce que ça signifie. Vous n'êtes pas là pour aller défendre des causes des LGBT. Si vous voulez gagner. Si vous voulez gagner, faites-le avec, n'est-ce pas, toutes les données humaines et naturelles que Dieu vous a données pour aller au combat. Parce que le football, c'est notre forme de combat. Je reviens dans les armées. Vous ne pouvez pas avoir des armées compétitives, avoir de vraies armées solides, avec des armées constituées de véritables guerriers, avec des gens qui sont en même temps mi-hommes, mi-femmes, et des hommes qui épousent les hommes et les femmes qui épousent les femmes. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être Amazon si en même temps vous êtes un homme et une femme. Non. Parce que Dieu nous a créé chacun avec ses avantages. Les femmes ont le sens du détail que l'homme n'a pas, de la finesse que l'homme n'a pas. Et dans l'armée, elle peut constituer un corps bien précis pour faire des tâches bien précises. Et les hommes aussi, étant des véritables béliers, capables d'aller au choc. Quand c'est très dur, ils sont capables de le faire. Donc ne faites pas faire aux femmes ce qu'elles ne peuvent pas faire. Et ne transformez pas toutes les femmes en hommes et les hommes en femmes. Ce n'est pas possible. Donc, je pense que l'Ouganda a bien fait de résister. Et vous allez voir, ils vont revenir à la charge. Oui. Ils reviendront à la charge. Ils ont tenté avec le Cameroun, vous savez comment on a bloqué. Mais ils reviendront à la charge. J'étais même à XCA, j'ai été étonné de constater que même là-bas, il y avait des gens qui commençaient, ces gens qui gueulent là, depuis Paris, qui demandent, ils disent que toi, tu es en train de faire ci, ça. C'est parce que dans la Constitution, ça a été inscrit. La Constitution a réglé le problème. Précisé effectivement que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Tout à fait. J'aime notre boutade de cette jeune amie qui me dit, moi, je suis né d'un père et d'une mère qui sont hommes et femmes. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce que ça retourne. Donc voilà. Donc je pense qu'ils ont fait de l'Ouganda leur cible et ils se sont dit à partir de l'Ouganda, s'ils parviennent à briser la résistance ougandaise et qu'ils implantent ces choses-là en Ouganda, ils vont partir de l'Ouganda comme le centre de cette propagande-là et pour imposer complètement cette chose-là dans tous les grands lacs et à partir des grands lacs, briser complètement la résistance africaine de ne pas accepter cette chose. Donc, une fois de plus, je ne dirai jamais assez, je profite pour féliciter le président Macky Sall. Vous savez, souvent quand on mène nos débats, on est dans le manichéisme, dans le point de vue de la caricature, où c'est noir, où c'est blanc. On oublie que, je reviens là-dessus, comme je l'ai dit hier, les situations de vie, les situations de gouvernance, les situations de combat sont souvent très complexes. Je dis bien très complexes. Quand j'ai vu le président Macky Sall, du haut du perron de la présidence sénégalaise, à côté d'Obama, dire niet à Obama, par rapport à la proposition d'Obama de forcer la main au président Macky Sall, l'obligeant à dépénaliser, n'est-ce pas, les rapports homosexuels et la question homosexuelle, de la légaliser. Oui. Et le président Macky Sall lui dit non, cette affaire-là est contraire à notre culture. Je dis chapeau président. Donc, le dire, quand vous le dites, vous voyez donc ailleurs d'autres gens ont balbutié, même des gens souvent qu'on soutient. Mais le président Macky a eu le courage de dire non, je ne l'accepte pas. Donc, il faut continuer de dire à nos décideurs, à nos dirigeants que nous ne sommes pas d'accord, nous ne voulons pas de ces choses-là, et encourager chaque fois que l'un de nos hégémons a la capacité de rester ferme sur cette affaire-là pour ne pas accepter que la digue cède, parce que quand un point de la digue cède, il y a de fortes chances que c'est toute la digue qui lâche après. Qui lâche.
Eh bien, voilà, et on rappelle aussi que le ministre des Affaires étrangères du côté de l'Ouganda a déclaré qu'il ne fait aucun doute que certains groupes aux États-Unis, mais aussi en Occident, ont des visées non seulement sur l'Afrique, mais aussi sur l'Ouganda pour tenter d'amener justement les pays africains à accepter les relations entre personnes de même sexe en utilisant l'aide et les prêts également. Donc, un autre rouleau d'étranglement, c'est ces différentes portes qu'on ouvre justement pour obliger ou alors imposer certaines pratiques aux États africains. De toutes les façons, c'est une actualité que nous suivons de près. On sait que du côté de l'Ouganda, les autorités ont dit que malgré ces sanctions, malgré cet acharnement américain, voilà, elles ne feront pas marche arrière. C'est une loi qui a été votée, loi anti-LGBT de ce côté-là. On passe donc à la thématique principale, chers téléspectateurs. L'Ukraine en revient sur ce conflit ou alors cette guerre, on peut l'appeler ainsi, russo-ukrainienne qui a commencé en février 2022. On le sait, Volodymyr Zelensky, comme on peut le voir à travers les images là, avec un grand soutien, surtout des États-Unis, livraison d'armes, dons financiers également, pour combattre la Russie de M. Vladimir Poutine. Eh bien, il y a encore quelques heures, pour ne pas dire quelques jours, du côté de Washington, la Maison-Blanche a déclaré ne plus avoir assez d'argent pour aider l'Ukraine. Alors, Volodymyr Zelensky se retrouve seul face à Vladimir Poutine. Que va-t-il faire? Va-t-il continuer justement dans cette guerre? Est-ce qu'il est à même, sans le support justement des Américains, est-ce qu'il va tenir déjà que ça n'allait pas déjà? Maintenant, sans ce support, que va faire Volodymyr Zelensky? Avant d'aller prendre l'avis de Gamal Abina, Passion Parfait d'Homme, votre avis sur ce qui semble déjà être un retrait de la Maison-Blanche dans cette guerre? Mais c'est l'aboutissement d'une folie. C'est l'aboutissement d'une tentative, d'un rêve de la décision de la Russie qui a échoué. Oui. L'opération militaire spéciale russe en Ukraine a démontré que la Russie pouvait tenir tête à tous les États de l'OTAN. Et ça, malgré toutes les aides. Oui. Parce que Dieu seul sait les montants cerveaux donnés de vertige qui ont été donnés à l'Ukraine. Les types d'armement qui ont été donnés à l'Ukraine. Le type de renseignement qui a été fourni à l'Ukraine. L'encadrement des militaires ukrainiens du jamais vu de la part de l'OTAN. Mais malgré tout cela, malgré tous ces avantages, ils se sont heurtés à un mur. Le mur, c'est la défense russe, Oui. qui démontre au jour le jour qu'elle sait s'adapter en fonction des difficultés de moment. Oui. Cette défense qui s'arrime sur des pensées à la fois philosophiques et militaires de la guerre, qui sont très pointues et qui demanderaient même à être enseignées dans nos académies militaires. Et la Russie a démontré qu'elle a une supériorité du point de vue des avancées technologiques sur le plan militaire. Donc, malgré le fait qu'on a fait tout boire, on a essayé de tout faire, prendre toutes les combinaisons possibles, la Russie démontre qu'elle a vaincu l'OTAN sur le théâtre des opérations ukrainiennes. Maintenant, M. Zelensky, qui ne jouait qu'un rôle de faire valoir en réalité dans cette guerre, s'est cru comme c'est un comédien. Dans sa comédie, il a confondu la réalité, n'est-ce pas, de la fiction. Et il s'est construit une personnalité dans sa tête parce que maintenant il pouvait tutoyer tous les grands du monde avec la couverture des États-Unis. Vous avez vu, il est même venu faire des injonctions aux Africains en leur disant il faut que vous me laissez parler à votre Assemblée générale de l'Union africaine. À l'Union africaine, oui. Bon, donc ce comédie de série B, parce que c'est ce qu'il est, et qui n'est pas un politicien, a été tout simplement l'instrument, ça veut dire la marionnette entre les mains des États-Unis, qui eux avaient d'autres visées. M. Biden en premier.
Vous savez que le dossier ukrainien est lourd. Oui. Il a plusieurs composantes. Oui. Dont l'une des composantes, c'est la famille Biden elle-même, nommément, de ce qu'ils ont produit en Ukraine, comme mafia, comme choses qui sont extrêmement horribles et graves, et qui peuvent envoyer et Biden et son fils Hunter Biden en prison. Le laptop de Hunter Biden envoyé sur un réparateur, et donc certaines choses ont fuité, c'est grave. Vous savez que dès la présidence Obama, M. Biden, vice-président des États-Unis, celui qui était en charge de l'Ukraine, donc tout ce que vous entendez là comme mafia, comme choses extrêmement dangereuses, des laboratoires biomédicaux, etc., c'est Biden qui est dans l'affaire. Donc il sait pertinemment, et c'est pour cela que vous voyez, Hunter Biden, le fils de Biden, il a été resté en justice aux États-Unis, mais sur des affaires mineures. Parce que la loi américaine dit que, bon, à partir du moment où ces affaires mineures-là, il est en justice et qu'on ne va plus s'occuper d'autres affaires qui sont alors de véritables éléphants. Parce qu'ils sont convaincus que si on s'attaque aux vrais problèmes de corruption, de trafic et dans toute illégalité et des processus scientifiques interdits, alors là, et Biden et son fils à la casse-prison, normalement. Ça, c'est d'un. De deux, on a profité de cette guerre-là, les mafias qui sont au pouvoir dans les pays occidentaux, pour faire des affaires, mon cher ami. Pour faire des affaires, mon cher ami. Beaucoup d'armes qui ont été envoyées en Ukraine n'ont pas servi au combat. Ils ont été revendus dans le marché noir. Vous savez, il faut que les États africains commencent aussi à avoir des commandos qui travaillent dans le dark web. Parce que dans le dark web, il y a beaucoup de choses. J'insiste. Dans le dark web, il y a beaucoup de choses. Il faut que nos États constituent des commandos qui vont travailler dans le dark web. Ils vont découvrir beaucoup de choses. Donc, beaucoup d'armes affrétées pour aider les Ukrainiens à combattre la Russie ont été vendues parallèlement dans les réseaux des mafias. Beaucoup. Premièrement. Deuxièmement, beaucoup d'argent. L'argent, vous entendez, c'est-à-dire que les tranches, n'est-ce pas, d'aide, en termes sonnantes et trébuchantes, sont revenus en Europe. Il y a des rétrocommissions. Là, beaucoup de gens se sont enrichis, même les dirigeants européens. Les comptes numérotés dans les banques, dans les paradis fiscaux, cette guerre-là, c'est du pain béni pour eux. Et ils le savent, les autorités, n'est-ce pas, de renseignement dans ce pays-là le savent. C'est pour ça que cette guerre, normalement, était perdue depuis. Était perdue d'avance. Ah, j'ai oublié. Il y a sur le champ de bataille beaucoup de blessés. Le trafic d'organes. Ah oui, le trafic d'organes. C'est un scandale, cette guerre. Le jour où les gens auront la capacité en Occident d'accéder à certains types d'informations et de les mettre au service du grand public, mais tous ces gars-là qui gèrent à partir de Ursula von der Leyen, von der Pfizer et son complice Biden, ça va être mais ce sont des gens, ils sont très dangereux, ces gens-là. Pire encore maintenant pour l'Ukraine, pauvre Ukraine. On a fait croire à sa jeunesse qu'ils étaient là pour défendre l'intégrité de leur pays. Et Zelensky a ajouté un autre argument dessus en disant « Nous sommes la barrière avancée qui protège l'Europe. Mais qui meurt dans cette guerre, c'est la jeunesse ukrainienne. Des centaines de milliers de morts. Au point aujourd'hui, les conscrits ukrainiens qui vont à la guerre, ce sont les gens de la quarantaine. Où sont passés les jeunes? Quand vous avez une armée où ceux qui sont au front sont majoritairement dans la quarantaine, ça veut dire que les plus jeunes ont été complètement décimés. C'est une catastrophe pour l'Ukraine dans les années à venir. Et la faute va revenir à qui? À M. Zelensky. Mais, une fois de plus, les médias occidentaux mainstream couvrent. Ils ne donnent pas toutes les informations. Ceux comme Simon Hersh, qui essaie de dire la vérité, on dit c'est un vieux, il n'a plus toute sa tête, il a perdu la tête, etc. Tout le monde sait aujourd'hui que cette guerre-là, l'armée officielle ukrainienne a été battue. Tous les mercenaires, les corps de mercenaires qu'on a fait venir, ils n'ont pas pu.
Donc, elle est finie, elle est perdue maintenant. Sur le plan interne, alors, politiquement parlant, oui. Il y a la guerre d'Israël contre la Palestine. Ils aiment dire guerre Hamas. Non, c'est contre les Palestiniens. Il faut dire ça. Qui est venu s'ajouter? Oh, il y a une préférence, il n'y a même pas un débat là-dessus. Entre aller défendre les pauvres Ukrainiens et défendre le peuple élu, le choix est vite fait pour l'élite politique américaine. Donc, monsieur Biden a voulu faire un forcé en disant qu'il faut un package pour financer les deux guerres. Les républicains leur disent non. La question ukrainienne ne nous intéresse plus. Parce que c'est un puissant fonds. On a mis beaucoup d'argent dedans. On a beaucoup perdu en termes d'intérêt. Nos entreprises, même celles qui étaient en joint venture avec les entreprises européennes, ont beaucoup perdu. On ne peut pas continuer. C'est fini cette affaire-là. Nous sommes prêts à voter peut-être, mais pour Israël. Parce que les lobbies israéliens, n'est-ce pas, est très puissant au niveau des États-Unis. Mais pour l'Ukraine, on ne peut plus. D'autant plus que, pas de soupçons, mais presque des confirmations de corruption et de fraude de la part du gouvernement Zelensky, qui est l'un des pouvoirs et des régimes les plus corrompus d'Europe. Nous font croire que mais nous sommes en train de donner l'argent à un groupe, à une mafia, qui s'enrichit sur le dos du contribuable américain. Il y a des élections qui arrivent. Qui arrivent, exactement. Maintenant, il y a les élections qui arrivent. M. Biden, il n'est plus dans un étau. Comment il va faire pour justifier devant ses électeurs? Et vous voyez que les républicains tapent dessus. Effectivement. Qu'ils ont dû dépenser autant d'argent, autant d'énergie pour des résultats qui sont plus que minimes, quasi nuls. Même si M. Biden estime quand même que voilà, il se dit déçu quand même que c'est une erreur de ne pas continuer à soutenir l'Ukraine. Oui, lui il a intérêt. Je vous ai dit ce qu'il a fait en Ukraine. Tout à fait. Il a intérêt à continuer à entretenir cette illusion de cette guerre pour mieux se protéger, comme M. Netanyahu fait. Continuer à faire l'illusion de la guerre contre les Palestiniens pour se protéger. Parce que, comme Biden, comme Netanyahu, tous les deux là, la justice de leur propre pays sont allés tous. Hein. Ils sont allés tous. Attention. Donc, il faut continuer à cette fuite en avant pour donner l'impression, au fait, que nous sommes utiles et que nous prenons des décisions qui sont utiles pour mieux protéger nos intérêts, eux les Américains et les autres les Israéliens. Donc, c'est le même filon en termes de mode de pensée et de stratégie. Mais dans le fond, les résultats aujourd'hui nous montrent qu'ils sont en train de tout perdre. Il a été démontré que la Russie, les gains territoriaux de la Russie ne seront plus jamais mis en cause. D'ailleurs, les populations qui y vivent ne veulent même pas entendre parler encore de l'Ukraine. D'autres think tanks, même en Pologne, commencent déjà à penser à dépecer l'Ukraine. Et ils ont déjà déterminé les territoires sur lesquels ils ont jeté leurs dévolus. Des minorités hongroises, etc. Chacun était... Alors, monsieur... Donc, c'est une situation vraiment à la limite qui fait rire. On ne peut que pleurer pour les pauvres Ukrainiens, les enfants ukrainiens, la jeunesse, qui ont cru que le narratif qui sortait de l'Occident avait un sens, alors que c'est faux. Historiquement, l'Ukraine et la Russie, c'est le même socle culturel. Et je comprends très bien le président Poutine. Il ne peut pas accepter qu'on continue de massacrer son propre peuple comme ça et ne pas réagir. Les Américains ont échoué lamentablement sur le théâtre d'opération ukrainien. Et leur échec, c'est l'échec de la capacité des Américains, malgré l'entêtement de M. Biden, à mettre la Russie à genoux, qui a commencé à donner des idées aux gars du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Vous pensez que le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est dû à quoi? C'est que les Saoudiens ont compris qu'en réalité, les Américains, en cas de véritable confrontation, seraient incapables de les protéger. Donc, autant diversifier leur partenariat et être amis avec tout le monde, que de continuer à s'exposer à une possibilité d'une guerre qui risque de remettre en cause la monarchie saoudienne. Donc quand on voit tout ça, on se rend compte que je vous ai parlé du déclin de l'Empire américain, du déclin des sociétés occidentales. Aussi, le conflit entre la Russie et l'OTAN sur le champ de bataille ukrainien est l'un des éléments qui montre vraiment ce déclin-là. Qui montre vraiment que là, nous sommes en plein dans un déclin. Maintenant, qu'est-ce que dit Biden? Oh,
si vous ne faites pas vite, la Russie non seulement va écraser l'Ukraine, mais elle va aussi s'attaquer à l'Europe. Écoutez, comment M. Biden tente de avancés, retour, oui. voilà, Oui. pour une fois de plus dire aux Américains que c'est notre guerre, Oui. il faut tout faire pour bloquer la Russie, à défaut de la détruire, sinon c'est nous qui n'allons pas perdre des partenaires très importants. Alors que les discours de président Poutine sont d'une limpidité incroyable, il est clair, il a toujours dit voici ce que je veux faire et il le fait. C'est un partenaire qui est de plus en plus fiable, qui est de plus en plus en qui on peut avoir confiance. Il n'a jamais trahi sa parole, ça se voit au niveau du Sahel. Et de plus en plus, les autres peuples du monde ont besoin d'avoir ce type de partenaires et non des partenaires qui disent une chose aujourd'hui et disent le contraire demain. Eh bien, font le contraire de lendemain. Merci à vous. Passion Parfait, on reviendra vers vous pour sortir définitivement. Gamal Abina, on vous retrouve. On rappelle quand même, une fois de plus, ces phrases, du moins, du côté des Républicains, il n'y a pas de financement magique disponible pour faire face à cette urgence. Nous sommes à court d'argent et bientôt à court de temps. Gamal Abina, votre avis également sur aujourd'hui cette position américaine face à l'Ukraine, du moins l'Ukraine qui a entamé depuis plus d'un an déjà cette guerre, ce conflit avec la Russie, maintenant qui peine à tenir, on le sait, et les États-Unis qui commencent à lâcher. Votre regard sur cette situation? Alors, l'année dernière, le 24 février 2022, avait été enclenchée par l'ex-URSS, la Russie pour être précis, une intervention militaire qu'ils ont appelée, tout le monde le sait maintenant, l'opération spéciale, qui est donc l'intervention militaire pour empêcher que la continuité depuis 2014 des bombardements sur le Donbass. Il y a une question de la Russie par rapport à cette solidarité fraternelle et puis surtout ethnique quasiment, puisque en Ukraine, on sait qu'une partie des Ukrainiens sont d'origine russe ou russophone, tout simplement. Et de l'autre côté, on a des Ukrainiens qui sont magyars ou d'autres régions de l'Ukraine qui ont été influencées par la Pologne, par exemple, ou les pays limitrophes. Tout ça a conduit au déclenchement d'une guerre assez atroce, d'ailleurs, qui a tué, je crois, on estime entre 200 et 300 000 morts, beaucoup de militaires pour l'essentiel, qui a détruit beaucoup d'infrastructures en Ukraine. Quelques villes ont été effectivement malheureusement rasées. Mais cette guerre qui a été largement encouragée par l'Occident, largement soutenue financièrement et militairement, aujourd'hui semble être arrivée à son terme. Pourquoi? Parce qu'on nous a vendu une contre-offensive qui n'est jamais arrivée, ou du moins qui a été lancée, mais qui a été une catastrophe pour les Ukrainiens. On estime qu'ils perdaient 1 millier d'hommes par jour au cours de cette offensive de printemps qui a duré jusqu'au mois de juillet et août. Ensuite, le deuxième aspect, c'est les Occidentaux ont dit qu'ils allaient aider, mais ils y allaient de façon très parcimonieuse. C'est-à-dire que d'un côté, ils livraient du matériel obsolète, des vieux matériaux dont ils se débarrassaient. Ils ne voulaient pas livrer des matériels de haute technologie. Les Américains n'ont jamais livré les chars Abrams haute technologie, ni même les F-16 qui étaient promis, quelques défenses antiaériennes, mais pas grand-chose. Donc effectivement, on a poussé l'Ukraine à résister, mais certainement pas à gagner une guerre, de façon qui était ingagnable, puisque la Russie, quoi qu'on en dise, reste la première puissance militaire mondiale en termes conventionnels. Et donc, cette guerre a été lancée inutilement, elle aurait pu être évitée. 1 an après la contre-offensive qui était annoncée, c'est un échec total. Il y a quasiment plus d'effectifs humains, puisque les Ukrainiens partent, ils ne veulent pas faire la guerre. Il y a quasiment plus d'effectifs effectivement matériels, puisqu'ils sont littéralement broyés par la machine russe, qui avait parfaitement anticipé cette offensive et avait préparé le terrain pour qu'il y ait une destruction massive de la part de tous les fronts ukrainiens qui avaient été ouverts du nord au sud, donc surtout particulièrement à l'est du Dniepr, le fleuve Dniepr, qui est quasiment une séparation physique maintenant entre l'Ukraine et la Russie. Et donc tout ça pour dire que aujourd'hui les Américains annoncent, parce que le Congrès américain qui est majoritairement plutôt républicain, annonce qu'il a l'intention de ne plus financer la guerre. Donc, c'est lui qui a les clés du porte-monnaie, pour le coup. Et de l'autre côté, Biden aimerait poursuivre, mais il ne peut pas parce qu'il n'a pas la majorité. Et donc, il y a une sorte de bras de fer qui s'est entamé. Et en même temps, Biden est fragilisé dans son propre camp, où les gens commencent à considérer que cette guerre est perdue, que l'Ukraine doit négocier et qu'il faut sortir effectivement dans les conditions les moins catastrophiques de ce conflit inutile qui a tué que trop de personnes. La question de la Russie exclue dans le monde, l'objectif c'était de la détruire économiquement, c'est un échec. Ils ont essayé de la détruire politiquement, les Russes ont quand même ou neutralisé ou obtenu le soutien de pas mal des pays du Sud. Et surtout, ils ont essayé de fragiliser l'industrie militaire qui n'a jamais été aussi bien portante qu'aujourd'hui.
Donc tous ces éléments constitués font que l'Ukraine, malheureusement, a perdu la guerre pour elle d'ailleurs, que la Russie emporte haut la main, la mise s'il y avait une mise à rafler, et surtout que l'obligation de revenir à la table de négociation, qui commence à être une obligation qui est poussée d'une partie occidentale, qui pousse Zelensky à revenir à la table, et cette obligation, je pense, n'est plus négociable. Les rapports de force sont ce qu'ils sont. Les Russes ont gagné. Les Ukrainiens ont été littéralement écrasés. Il y a eu un démarrage un peu difficile pour les Russes, mais ils ont largement compensé leur défaillance sur le démarrage de la guerre, puisqu'ils n'avaient pas pris les choses au sérieux. Maintenant, on se rend bien compte que les Ukrainiens sont dans une impasse, que les offensives sont impossibles, que le matériel militaire est inexistant, que les effectifs militaires sont de plus en plus réduits. Du côté russe, ça n'a fait que grossir. Ils ont augmenté d'ailleurs les forces sur le terrain. Donc effectivement, les Américains qui ne veulent plus financer étaient le principal soutien de l'Ukraine. Si ce soutien disparaît, il va de soi que la guerre va s'éteindre comme si on n'alimentait plus le feu. Donc qu'est-ce qui va se passer pour Zelensky? Eh bien, son avenir est compromis. Pourquoi? Parce qu'il s'est lancé dans une guerre qui était extrêmement dangereuse pour son pays, pour son avenir, pour l'institution qu'il représentait. Il s'est lancé dans une guerre qui a été ravageuse en termes économiques, puisque le pays est surendetté aujourd'hui. Il s'est lancé dans une guerre où il a perdu 20% du territoire, et bilan des courses, il a certainement dans son propre camp des gens qui commencent à le détester et vont peut-être envisager de l'écarter. Il a repoussé l'élection présidentielle parce que je pense qu'il était certainement au fait qu'il avait peu de chances de l'emporter, mais il ne repoussera pas l'échéance qui l'attend lui, à savoir l'éviction du pouvoir d'une manière ou d'une autre par une opposition qui est de plus en plus en colère vis-à-vis de cet homme. On se retrouve dans une configuration qui rappelle celle de l'avant-Maïdan, où les pro-russes vont sans doute commencer à porter leur avantage sur le terrain, et où un Zelensky en perte de vitesse et lâché par ses alliés occidentaux va certainement considérer qu'il a perdu définitivement la guerre, et que ce qui peut arriver de mieux pour lui, à mon sens, c'est qu'il quitte l'Ukraine, tout simplement. Voilà où on en est aujourd'hui. On espère effectivement que ce conflit va s'arrêter. Il n'y a eu que trop de morts de part et d'autre pour un conflit qui aurait pu être, dès le démarrage d'ailleurs, évité. Merci à vous. Merci beaucoup, Gamal Abina. On revient sur le plateau pour sortir également ici. Définitivement, après Gamal Abina, toutes nos excuses déjà à nos téléspectateurs avec le problème, le standard. On reviendra au standard demain. Vous aurez l'occasion de participer en direct. Mais voilà, vous pouvez toujours nous suivre ou réécouter votre émission sur Facebook, YouTube ou encore voilà, WhatsApp. Vous pouvez réécouter cette émission, retrouver une fois de plus la rediffusion. Patient Parfendom, alors nous sommes en train de sortir. On se demande quand même quel avenir aujourd'hui pour l'Ukraine. Monsieur Zelensky, on le sait, depuis plusieurs mois déjà, est aux abois. Il a allé devant les Nations Unies, l'Union européenne. On sait que plusieurs situations, justement, se sont créées avec ces différents... les situations du côté de l'Afrique, la guerre du côté de la Palestine. On a vu l'Ukraine abandonnée. On se demande, M. Zelensky, que va-t-il devenir? Et de son côté, M. Poutine, voilà, quelle suite, en tout cas, pour cette, je peux dire, cette guerre, entre guillemets? Non, mais il faut revenir à la source. Qu'est-ce qui a causé cette guerre? Oui. Si on peut l'appeler ainsi aujourd'hui. C'est le fait que les populations russophones du Donbass oui. étaient massacrées au quotidien. Depuis la révolution de Maïdan, il y a un processus organisé par l'Occident et les Ukrainiens nazis qui avait pour finalité de débarrasser complètement l'Ukraine de son entité aussi russe. Donc, le Donbass, qui est une région russophone par excellence, oui. a été le point de fixation de cette politique, c'est-à-dire qu'il fallait tout faire pour rayer d'un trait toute présence de la culture russe, toute présence même d'une pensée philosophique, spirituelle russe dans cette région. Et c'est la tâche qui fut donc donnée à ces Ukrainiens nazis que vous avez vu à l'œuvre pendant la prise de Mariupol. C'était des assassinats. C'était une guerre pratiquement contre son propre peuple. La résistance s'est donc organisée au niveau de Donbass. Et puis à un moment donné, Poutine a quand même alerté l'opinion occidentale sur cette tragédie qui se produisait à sa frontière, sachant pertinemment en arrière-plan que
l'Occident venait installer ses canons aux portes de Moscou. C'est ça, la réalité. Mais, il y avait donc cette question qu'il fallait régler. Donc, il y a eu plusieurs accords, dont les derniers accords ont été des accords de Minsk, qui faisaient de l'Ukraine un espace neutre et donnaient une large autonomie au Donbass. Oui. Cet accord, Madame Merkel nous l'a dit elle-même après, a plutôt été le prétexte pour les nations occidentales et les États-Unis en premier de prendre le temps pour former des soldats ukrainiens, les bandes à Banderas, pour les armer et pour préparer ces confrontations que vous avez vues, qui arrivent là. Mais malheur leur en a pris, et ils ont eu en face d'eux un autre grand stratège qui a vu venir. Donc, à un moment donné, Poutine ayant constaté que la parole n'avait pas été tenue du camp occidental, parce que ceux qui étaient en charge de vérifier, de contrôler et d'assumer, n'est-ce pas, les clauses des accords de Minsk, c'était des pays comme la France, l'Allemagne et d'autres. Ils se sont aplatis devant les intentions américaines, devant la stratégie américaine, devant l'objectif américain de détruire complètement la Russie. Et ont violé ces accords. Même au début de la guerre, à un moment donné, il y a eu une rencontre qui s'est passée au niveau de la Turquie, où même ce même Zelensky était sur le point de signer l'accord, qui était déjà pas mal. Cela nous aurait évité tous ces centaines de milliers de morts. C'est l'alcoolique de Boris Johnson, Premier ministre anglais, qui lui a dit non, certainement, avec la complicité de M. Biden, qu'il est hors de question qu'on ait de la guerre, on doit la continuer. Oui. Le drame dans l'affaire, c'est que ce n'est pas les Anglais qui meurent, ce n'est pas les Américains qui meurent, ce n'est pas les Français ni les Allemands. Ce sont de pauvres Ukrainiens, des jeunes Ukrainiens qui sont décimés. Donc, il faut donc comprendre que dans cette affaire-là, il y a un jeu des États-Unis dans sa tentative de broyer complètement la Russie, qui était qui est sorti selon les think tankers américains de nulle part, parce qu'après la chute du mur de Berlin, pour eux, l'Union soviétique était détruite, la Russie ne représentait plus un danger. Il fallait maintenant commencer à s'organiser, voir comment on devait s'attaquer à la Chine. Entre-temps, il y a donc Poutine qui réorganise son pays, qui redonne une capacité militaire et une force de dissuasion à son pays, qui n'avait pas vu venir. Donc, on rebouche chemin, il faut d'abord régler, n'est-ce pas, cette difficulté que constitue la Russie d'aujourd'hui. Voilà comment on instrumentalise le comédien Zelensky, et qui se prend pour je ne sais qui, et comme un messie à qui une mission a été donnée, et il s'attaque dans la Russie, avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Donc, je pense, et puis, l'autre chose n'est pas venue, il pensait que les pressions en termes de sanctions sur le plan économique devaient mettre l'économie russe en genoux et créer des soulèvements à l'intérieur de la Russie pour demander le départ du gouvernement de M. Poutine. Malheur en a pris, ces sanctions ont plutôt renforcé la capacité de la Russie à mieux produire et surtout à mieux développer et même avoir accès à des domaines qui considéraient comme des domaines qui étaient de la priorité des pays occidentaux. Je peux prendre un exemple tout simple. Allez-y. Vous savez, le fromage. Les Russes adorent le fromage français. À cause des sanctions, la Russie a été obligée elle-même de commencer à produire son propre fromage. Ce qui n'est pas mal. Un manque à gagner terrible pour la France. Je pense à titre symbolique. Et ça ne s'arrête pas là. Dans beaucoup de domaines aujourd'hui. Même au niveau de l'automobile. Les Russes sont en train de produire leurs propres voitures aujourd'hui. Donc, c'est tout. Dans les produits de consommation basique, ils ont pratiquement les vins et tout ça, les pommes de terre, ils ont réglé ce problème. Leur agriculture est devenue plus performante. Et puis, c'est l'Europe qui perd. Donc, je crois sincèrement que, et sans oublier, sur le plan diplomatique, on pensait, avec la propagande des Russes, que tuent les Ukrainiens, que bon, le monde devait se liguer contre la Russie. Au contraire, qu'est-ce qu'on a constaté? C'était l'effet recherché aussi. Voilà, ce qu'ils appellent le Sud global a plutôt fait cause pour la Russie en disant, ah, monsieur, on vous voit venir, on sait que c'est vous qui êtes responsable de ce qui se passe, parce que vous avez des intentions bien cachées derrière que nous avons pu déceler. Donc, à partir de ce moment-là, cette guerre nous a permis, de libérer les énergies en Afrique. Ça se voit au niveau de l'Alliance des États du Sahel. 2,
de permettre la possibilité de la création d'un monde multipolaire. On voit l'émergence des BRICS. Et 3, aujourd'hui, de permettre des dynamiques qui réconcilient autant pour moi des frères qui se regardaient hier en chaîne de faïence. C'est le cas, par exemple, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et ça donne la possibilité que le déplacement de l'aile marchande du monde se renforce, mais surtout que des dynamiques de coopération sans qu'on ait peur de l'épée de Damoclès de l'oncle Sam sur votre tête, n'est-ce pas, ne vous fasse reculer. Donc il y a une nouvelle réalité géopolitique mondiale qui a été possible uniquement parce que la Russie n'a pas seulement résisté, mais a pu battre, je dis bien, j'insiste, a pu battre les forces de l'OTAN sur le théâtre d'opération ukrainien. Donc c'était, à mon sens, le vrai changement, l'élément majeur qui a créé ce changement de paradigme et libérer aujourd'hui, n'est-ce pas, les visées, les intentions, les horizons des différents pays qui pensent qu'ils peuvent aujourd'hui continuer à avancer sans avoir peur que le ciel leur tombe sur la tête. Merci à vous, Patient Parfendum. Merci beaucoup pour ces analyses, d'avoir une fois de plus partagé ce plateau avec nous. Merci également à Gamal Labina d'avoir été avec nous, d'avoir partagé aussi ces analyses. Je profite pour saluer mon ami Gamal Labina. Merci pour vraiment tes analyses. Elles ont été très, très, très justes et profondes. Beaucoup d'informations. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin du point sur l'actualité sur For You Media Africa. On se retrouve demain à la même heure, d'autres thématiques. Et bien sûr, on en parlera. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.